Méthodologie de l'étude d'impact. Introduite en France à partir de 1976 et des lois de protection de la nature, l'étude d'impact s'intègre dans la démarche d'évaluation environnementale d'un projet et est destinée à analyser les effets positifs et négatifs de celui-ci sur l'environnement, le cadre de vie et la santé. Dans cette partie, on va traiter des aspects généraux de l'étude d'impact, que sont le but de l'étude de l'impact, l'aspect réglementaire et la démarche générale. Donc le but de l'étude d'impact. L'étude d'impact permet l'évaluation des impacts sur l'environnement des projets et programmes de travaux. On peut distinguer trois objectifs fondamentaux. Concevoir le meilleur projet possible, éclairer l'autorité administrative sur la décision à prendre, et informer le public et le faire participer à la décision. Ainsi, si elle est correctement menée, l'étude d'impact vise à dégager le meilleur projet possible, à la fois vis-à-vis du maître d'ouvrage, de l'État, de l'opinion publique. Les études d'impact s'inscrivent donc dans le respect des principes fondamentaux du Code de l'environnement, qui sont le principe de précaution, donc l'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économique acceptable. Et le principe d'action préventive, selon lequel il convient de prévenir et de corriger par priorité à la source les atteintes à l'environnement en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable. Le principe du pollueur-payeur, les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci sont supportés par le pollueur. Et le principe de participation, chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses. Ceci découle d'un principe fondamental fixé par l'article L122-1 du Code de l'environnement, reprenant la loi du 10 juillet 1976 qui stipule les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. L'aspect réglementaire. La loi du 10 juillet 1976 introduit la notion d'étude d'impact dans les textes réglementaires. Voir aussi l'article L123-1 du Code de l'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leur dimension ou leur incidence sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Quels projets sont soumis à l'étude d'impact? Un certain nombre de décrets et de circulaires régissent l'assujettissement à une étude d'impact. Le décret principal est le numéro 77-1141 du 12 octobre 1977. Donc sont soumis à l'étude d'impact les projets mentionnés dans la liste de l'annexe 3 du décret du 12 octobre 1977, dont les ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement, les ouvrages dont le coût global est supérieur à 1 900 000 euros et qui ne figurent pas dans les cas de dispense prévus dans les annexes 1 et 2 du précédent décret, sont soumis à notice d'impact. Donc la notice d'impact, c'est le document plus succinct que l'étude d'impact et assez vague, comprenant les incidences éventuelles du projet sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement. Donc les ouvrages ne nécessitant pas d'étude d'impact, mais mentionnés dans l'annexe 4 du décret. Qui est responsable de l'étude? Eh bien, c'est le maître d'ouvrage qui est responsable de la réalisation de l'étude d'impact. Donc, personne physique ou morale qui initie un projet et demande l'autorisation de le mettre en œuvre. C'est donc lui qui se charge du financement de cette étude. Il peut s'agir d'un maître d'ouvrage public, ministère, collectivité territoriale, semi-public, société d'économie mixte, ou privé, entreprise de droit privé. Le maître d'ouvrage peut, et c'est d'ailleurs souvent le cas, sous-traiter et confier le projet à un bureau d'études spécialisé. À ce jour, on compte environ 600 bureaux d'études habilités pour quelques 6000 études d'impact produites annuellement. L'État doit contrôler l'existence et le contenu des études d'impact avant de se prononcer sur la recevabilité du projet. Il y a donc une double responsabilité, à la fois du maître d'ouvrage et de l'État, qui peuvent être confondus, au niveau des études d'impact. Donc quel doit être son contenu? Le décret du 12 octobre 1977 distingue trois types de dossiers. Le dossier d'étude d'impact d'un projet, le dossier d'étude d'impact d'un programme de travaux et le dossier de notice d'impact d'un projet.
Donc le dossier de l'étude d'impact d'un projet doit comporter une analyse de l'état initial du site et de son environnement, une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, une présentation des différents parties envisagées et les raisons du choix d'un de ceux-ci, les mesures envisagées par le maître d'ouvrage pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du projet, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer le projet, une analyse des coûts collectifs des pollutions et des nuisances et des avantages induits pour la collectivité et une évaluation des consommations énergétiques, un résumé non technique lisible par tous, le contenu de l'étude d'impact des ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement, est quant à lui régi par le décret du 21 septembre 1977, mais reste dans les formes assez semblables à cette démarche. Le dossier de l'étude d'impact d'un programme de travaux. Deux cas sont à prévoir. Si les travaux sont réalisés de manière simultanée, le maître d'ouvrage réalise une étude d'impact globale portant sur l'ensemble du programme. Ainsi devra être prise en compte l'incidence des travaux qui, considérés séparément, ne nécessiteraient pas d'étude d'impact. Si les travaux sont échelonnés dans le temps, le maître d'ouvrage devra fournir à la fois l'étude d'impact relative à la phase de travaux considérée et une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Et enfin, le dossier de notice d'impact. Nous avons vu que certains projets ou travaux ne nécessitant pas d'étude d'impact requièrent cependant une notice d'impact. Il s'agit en quelque sorte d'une version épurée de l'étude d'impact qui analyse les incidences éventuelles du projet et démontre que celui-ci satisfait aux préoccupations d'environnement. Même s'il n'est pas obligé de suivre le plan d'étude d'impact, il est généralement conseillé de s'en inspirer pour la notice d'impact. Nous allons maintenant voir quelle est vis-à-vis du maître d'ouvrage la démarche générale à adopter pour réaliser une étude d'impact. Donc la démarche générale, on peut distinguer 7 séquences dans la conduite d'une étude d'impact. Celles-ci ne sont pas chronologiques et interviennent à chaque étape de l'avancement du projet. Il doit s'agir d'une démarche continue, progressive, sélective et itérative. Donc en premier, on a faire participer le public aux décisions d'aménagement. En second, réaliser un cadrage préalable pour identifier les enjeux environnementaux. Et ensuite, conjointement, en 3, 4, 5, 6, on a pour le 3, définir des parties d'aménagement et des variantes. 4. Analyser l'état initial du site et de son environnement. 5. Évaluer les effets du projet sur l'environnement. 6. Supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables. Et finalement, en 7. Suivre les effets après réalisation. Donc séquence 1. Faire participer le public aux décisions d'aménagement. Le public intervient et est amené à intervenir de plus en plus au cours de l'élaboration et la réalisation de projets, au sein du débat public national par exemple pour de gros projets, ou au moment de la concertation avec les maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage. L'importance de sa participation a été renforcée par la circulaire Bianco du 15 décembre 1992, suite à l'étude du projet de TGV Méditerranée. Le dossier d'étude d'impact, notamment dans la partie consacrée aux raisons du choix du projet, doit rendre compte de cette participation en rappelant les modalités de la consultation du public et l'organisation de celle-ci, les études ou expertises complémentaires demandées par les différents acteurs, les propositions d'alternatives et de variantes proposées par le public ou tout autre acteur concerné, le bilan de la concertation. La séquence 2, réaliser un cadrage préalable pour identifier les enjeux environnementaux. Ce cadrage intervient très en amont du projet et vise à répondre le plus tôt possible à 3 questions. Quels sont les enjeux environnementaux liés à la réalisation du projet? Quels effets principaux le projet risque-t-il d'entraîner sur l'environnement? Comment, à partir de l'identification des enjeux et des effets, orienter le contenu et la conduite de l'étude d'impact pour qu'elle assure ses missions fondamentales? Il convient donc de réaliser un cadrage préalable pour identifier un nombre restreint d'enjeux environnementaux et focaliser l'analyse sur les questions importantes. La séquence 3, définir les parties d'aménagement et les variantes pour optimiser le projet. Donc la démarche d'évaluation environnementale aide le maître d'ouvrage à décider de la faisabilité ou non du projet initial ou de son évolution vers un projet de moindre impact. Il s'agit donc d'une démarche évolutive et non figée. Il convient donc d'envisager les différentes parties, même le parti 0, et pour le projet retenu, les différentes variantes afin d'offrir un moyen de décision et de permettre au maître d'ouvrage de justifier son choix. Parmi ces variantes, il faut apprécier
les différences d'ordre technique, économique, environnemental, ainsi que leur perception par le public. Cette démarche fait l'objet d'une partie du dossier d'étude d'impact. La séquence 4, analyser l'état initial du site et de son environnement. Donc l'analyse de l'état initial du site et de son environnement a pour objectif d'affiner le champ d'investigation identifié lors du cadrage préalable, de réunir pour chaque thème environnemental les données nécessaires à l'évaluation environnementale du projet et ainsi caractériser l'état de chacun de ces thèmes. Cette analyse se fonde à la fois sur des données documentaires et sur des investigations sur le terrain, indispensables pour mieux cerner la complexité des enjeux environnementaux impliqués dans le projet. Cette analyse doit tenir compte de l'évolution naturelle ou anthropique des milieux dans le temps. Elle fournit donc une situation de référence qui comprend l'état initial du site ainsi que l'évolution projetée de cet état, en l'absence de réalisation du projet. C'est ce que l'on appelle le parti zéro. L'information recueillie doit être traitée de manière à connaître les sensibilités et potentialités des territoires et milieux concernés, les risques naturels ou résultants d'activités humaines ainsi que la situation par rapport aux normes réglementaires ou à des objectifs de qualité. Enfin, la séquence 5, évaluer les effets du projet sur l'environnement. C'est sans doute la partie la plus dense et la plus importante de l'étude d'impact, tant les effets peuvent être nombreux et de types différents. De la même manière que l'on distingue danger et risque, il nous faut distinguer les notions d'effet et d'impact. L'effet décrit une conséquence d'un projet sur l'environnement indépendamment du territoire qui sera affecté. L'impact est la transposition de cet événement sur une échelle de valeur et peut être défini comme le croisement entre l'effet et la sensibilité du territoire concerné. Par exemple, la construction d'une autoroute va engendrer des nuisances sonores à cause du trafic, c'est un effet. L'impact peut être quasi nul s'il n'y a pas de riverains ou très important en zone urbaine ou périurbaine. Il nous faut maintenant envisager les différents types d'effets rencontrés. Les effets directs, indirects, les effets temporaires permanents et les effets cumulatifs. Donc les types d'effets directs et indirects. On a les effets à retardement. Principalement, ils se manifestent à long terme. Par exemple, l'effet de serre, l'effet sur la santé, les effets cancérigènes par exemple. Les effets concentrés, donc leurs caractéristiques, c'est des effets de forte intensité et répétitifs sur un milieu fragile. Par exemple, les effets de la vidange d'une retenue d'eau sur le cours aval d'une rivière. L'effet à distance, donc sa caractéristique, c'est des effets provenant de sources lointaines et diffuses. L'exemple, c'est les émissions gazeuses dans l'atmosphère. L'effet de morcellement, donc là, ça va être la fragmentation des écosystèmes. Par exemple, les exploitations forestières, la construction d'infrastructures linéaires, le comblement de zones humides. Les effets combinés, donc les caractéristiques, c'est les effets synergiques provenant de sources multiples qui agissent sur un même milieu. Par exemple, la pollution atmosphérique, les nuisances sonores créées par des infrastructures jumelées. Les effets secondaires, donc c'est des effets résultant d'une activité primaire et se cumulant avec les effets de cette activité. Par exemple, on a le développement d'activités économiques induites par la modernisation d'un réseau routier. Enfin, on a les effets de seuil, le dépassement de la capacité d'acceptation d'un milieu et la possibilité de modifier irréversiblement ses fonctions. C'est-à-dire, par exemple, les effets d'eutrophisation des systèmes aquatiques, continentaux ou lagunaires. Donc il va falloir non seulement distinguer les effets du projet, mais évaluer aussi leur importance. Pour ce faire, il existe des outils et démarches méthodologiques adaptés. Les matrices donc numériques, symboliques ou descriptives, les réseaux et systèmes, l'expertise, la modélisation, les SIG, systèmes d'information géographique. Les effets sur la santé peuvent faire l'objet d'une analyse plus spécifique en 4 étapes. L'identification des dangers, la définition des relations dose-réponse, l'évaluation de l'exposition humaine et la caractérisation des risques. Ensuite, on a la séquence 6, supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables. Une fois les effets connus et analysés, le cadre juridique requiert de mettre en place des mesures réductrices ou compensatoires. Décret du 12 octobre 1977, circulaire du 27 septembre 1993, entre autres. Les mesures réductrices visent à atténuer les impacts négatifs du projet sur le lieu et au moment où il se développe. Les mesures compensatoires sont envisageables quand un impact négatif ne peut être suffisamment réduit ou que les dommages causés sont irréversibles. Les mesures réductrices et compensatoires doivent être suffisamment précises pour permettre
de juger de leur faisabilité effective et engager la responsabilité du maître d'ouvrage. Celui-ci doit démontrer la faisabilité des mesures envisagées au travers d'obligations, de résultats et de moyens. Enfin, la séquence 7, suivre les effets de l'aménagement après sa réalisation. Le suivi a posteriori accompagne la réalisation du projet aussi bien dans la phase de chantier que lors de son exploitation et des opérations d'entretien. Il permet à la fois de vérifier si les prévisions étaient justes et les mesures réductrices efficaces et de montrer la bonne volonté du maître d'ouvrage. Il appartient à l'étude d'impact de préciser les modalités de ce suivi, paramètres à observer, nature et méthode d'analyse employées. Selon le principe de proportionnalité, les programmes attachés au suivi sont adaptés à l'importance du projet et à ses impacts. Les différentes séquences correspondent aux différents aspects qui entrent en considération lors d'une étude d'impact, et il serait intéressant de comparer ces dispositions théoriques avec sa réalisation pratique dans le cadre du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la gare TGV Avignon, par exemple.